Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan culture du mois de septembre. Ce mois-ci, énormément de cinéma parce que beaucoup de sorties suite au festival, mais aussi beaucoup de rattrapage pour moi. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer avec un podcast de Louis Média. Ce podcast, c'est Serial Mytho, un podcast en 4 épisodes qui vient retracer l'histoire de jeunes femmes qui ont été victimes d'un abuseur, d'un gros mythomane, qui les a toutes pris pour leurs copines et qui leur en a fait croire des vertes et des pas mûres. C'est un podcast dont j'ai beaucoup aimé le début parce qu'effectivement on est dans un récit où des jeunes femmes racontent leur histoire, de leur point de vue, il n'y a pas de place donnée aux journalistes, une expérience vraiment qui est partagée, où on est englobé dans l'histoire, où on est pris, où c'est passionnant, on écoute finalement quelqu'un nous raconter son témoignage et à l'image par exemple des passages, c'est très agréable cette proximité, cette intimité avec le personnage principal. Seulement je trouve que c'est une série qui évolue assez mal, je comprends pas bien la découpe des 4 épisodes, or je pense que c'est important quand on découpe un grand format de savoir à quel endroit on le fait et pourquoi. La conclusion pas très intéressante et finalement je me demande pourquoi on n'est pas resté à un long épisode et pourquoi on a dû en faire 4, parce qu'il y a assez peu d'évolution dans l'histoire et finalement une fois qu'on a décelé un des processus, c'est-à-dire une victime supplémentaire qui raconte que, la suite est un enchaînement mais on n'a pas de nouveauté qui est ajoutée finalement. Et donc un peu déçue, même si j'ai beaucoup aimé le début, donc je vous conseille d'écouter quand même ça. C'est assez malheureux aussi parce que ce que j'aime un peu moins, c'est le fait qu'on soit face à des victimes d'abus psychologiques et que on n'a pas trop de solutions qui sont données, ou en tout cas on n'a pas de mise en perspective sur des années plus tard quel a été le chemin de ces femmes pour se reconstruire. Est-ce qu'elles ont fait appel à des psychologues? Est-ce qu'elles ont fait du sport? Quel est leur rapport à l'amour et à la confiance aujourd'hui? Parce que ces événements-là, ils sont fondateurs et ils sont destructeurs et c'est tellement important d'en mesurer l'envergure et donc potentiellement de proposer des solutions. Évidemment, un podcast de fiction n'est pas censé faire ça, mais je trouve qu'on s'arrête vraiment à la surface et ça me laisse un petit peu perplexe au vu du contexte actuel. Je me demande ce qu'on transmet alors quand on transmet ça sans warning. Ça me fait le même effet d'ailleurs avec les derniers épisodes de Transfert. Transfert est un podcast que j'ai consommé pendant des années mais qui a changé de propriétaire entre Louis Média et Slate, et depuis c'est devenu vraiment pas putaclic parce qu'on ne clique pas sur le titre, mais les histoires sont de plus en plus rocambolesques et de plus en plus toxiques, mais aussi les personnages qui sont interrogés sont vraiment en direct avec le sujet dont ils parlent et ça me dérange beaucoup parce que c'est comme si on abusait peut-être de la naïveté de ces personnages ou de l'ambivalence dans laquelle ils sont parce que l'événement vient d'arriver. Mais bon, je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. Dans les podcasts, il fallait quand même que je vous parle de À bientôt de te revoir, je pense que j'en ai déjà parlé, mais donc c'est un podcast de Sophie-Marie Laroui qui interviewe des personnalités plutôt connues, et c'est une interview complètement absurde qui n'a aucun sens et qui va vraiment dans des extrêmes parce que aucun fil conducteur et aucun apport sur ce que font les personnes concrètement quand elles font une promo et qu'elles parlent de ce qu'elles ont créé par exemple. Et il y a l'épisode avec Sosomanes, au début je l'ai pas écouté parce que je connais pas Sosomanes et en fait j'avais plus rien à écouter donc je l'ai écouté, c'est exceptionnel, c'est drôle, c'est tellement agréable. Sosomanes il partage vraiment des trucs hyper drôles et en même temps des trucs très concrets sur la vie, l'amour, le partage, l'éducation. Et j'ai adoré cet épisode, vraiment ça m'a fait comme un câlin, j'ai trop aimé, donc je vous le recommande vraiment 1000 fois. Au cinéma, j'ai découvert L'origine du mal de Sébastien Marnier, c'est son 3e long métrage et c'est un thriller dramatique. Ici on est sur l'histoire d'une femme qui va à la rencontre de son père qu'elle n'a jamais vu. Elle travaille dans une petite entreprise, juste elle a besoin d'un repère familial et elle va à la rencontre de cet homme-là qui lui est richissime, habite sur l'île de Porquerolles avec sa femme et sa fille. Ces femmes-là acceptent très mal la nouvelle venue, jouée par Laure Calamy qui est exceptionnelle, et de là va en découler toute une histoire. Je veux pas vous spoiler mais c'est très cool dans son écriture parce qu'on a une intrigue qui arrive un peu tardivement, je dirais au bout d'une grosse demi-heure, mais une fois qu'elle est là, tout s'enchaîne et vraiment ça va d'intrigue en intrigue et ça nous prend et en fait tout est réussi et il n'y a rien en trop et je sais pas comment dire, moi je suis pas du tout habituée à ce genre de cinéma, c'est pas quelque chose qui m'attire et vers quoi je vais, mais là vraiment j'ai été emportée, les comédiennes sont exceptionnelles et puisque ça vient raconter des différentes couches de personnalité de ces personnages qui au début sont un peu faibles et qui finalement prennent vraiment en ampleur au cours du film quoi.
C'était un très bon moment. Si vous aimez le thriller, je trouve que c'est un film qui fait bien ça, qui est accessible au grand public et qui en même temps est vraiment très réussi dans son écriture. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que c'est pas seulement un film noir, c'est qu'il y avait beaucoup de passages de comédie et de comédie assez jouissive. Vraiment très cool, très bonne découverte. Et en plus de ça, Sébastien Marnier a fait attention à ne faire apparaître à l'écran que des femmes, excepté le personnage du père, du patriarche. Et ça c'est très réussi aussi, et c'est un parti pris dans la réalisation qui est intéressant, une contrainte à laquelle il s'est plié, mais qui est relevée avec brio, puisque absolument pas remarqué quand on regarde le film. Donc vraiment une bonne surprise. Un autre film découvert récemment, c'est Sans filtre de Ruben Östlund, qui est la Palme d'Or, je crois, du Festival de Cannes de cette année. Là, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup parce que j'avais vu The Square, que j'avais adoré. Ici, on a 3 parties dans le film. La première qui va se consacrer à un couple. Elle est influenceuse, lui est mannequin. La deuxième partie est consacrée au yacht. Ils sont invités sur le yacht et vont faire une croisière, et là, d'autres personnages secondaires apparaissent. Et la troisième partie, dont je ne vais pas vous parler parce que je pense que ce serait trop spoiler l'histoire. On m'avait vendu ce film comme un film pipi, caca, scato. Ben moi je le trouve pas du tout. Alors oui, ça fait partie du film. Il y a un moment des personnages qui se mettent à vomir et à pisser et à chier partout. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui est très intelligent et très drôle de la critique qu'il vient faire de notre société actuelle. Et j'ai trouvé ça vraiment assez jouissif, tout ce que ça montrait de caricature de la société dans laquelle on est et de l'absurdité à laquelle on fait face tous les jours. Au-delà de ça, je trouve que la photographie est sublime. On a vraiment des références à de la photographie fashion, à des références de notre siècle, des photographes, des icônes. Tout est tableau et tout est maîtrisé parfaitement. Les lumières sont sublimes, mais aussi toutes les compos de cadres. Enfin, moi ça m'a halluciné. Les comédiens sont très bons. Enfin bref, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que la troisième partie est un peu plus faible que les précédentes et que du coup on commence à sentir un peu le film passer. Et force est de constater à la fin du film et quelques temps plus tard qu'on a l'impression quand même d'une critique des riches pour les riches qui s'auto-moquent d'eux-mêmes mais au final qui fait pas beaucoup avancer le schmilblick. La réflexion se pose donc de savoir est-ce qu'on a besoin de faire ce genre de film sachant qu'ils coûtent des millions et que du coup ils sont le produit de ceux qu'ils critiquent, c'est-à-dire beaucoup de fric et tout ça et qui s'inscrivent dans le système Cannes, etc. Je trouve ça super que ça gagne la palme de Cannes, mais je trouve ça aussi un peu prétentieux, je sais pas comment dire, mais bon, il y a des limites à tout ça, ça a dû coûter des millions de faire marcher toutes ces machines, de faire exister tous ces décors, etc. Donc on se pose la question de quel est vraiment l'impact de ce genre de cinéma. Est-ce que ça sert pas seulement aux bourgeois de se caresser gentiment et de rigoler d'eux-mêmes? Je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'il soit autant dans un humour moqueur, c'est important de garder ça et de continuer à rire de nous-mêmes. Est-ce suffisant? Je ne sais pas, mais j'ai passé un bon moment quand même. J'ai vu et adoré Poulet Frites, un documentaire qui est fait par la boîte de production de Striptease. Si vous connaissez pas, Striptease c'est des formats documentaires de 30 minutes à 1 heure faits en Belgique qui vont voir des protagonistes, des vraies personnes qui ont des parcours de vie un peu spéciaux et des missions de vie un peu spéciales et c'est vraiment à mourir de rire. Ici ils font un nouveau long métrage, ils avaient déjà fait Ni juge ni soumise dont j'avais parlé dans un bilan culture je m'en rappelle, et là ils reviennent avec Poulet Frites qui suit une enquête. Une femme a été égorgée dans son immeuble, son amant est accusé, il dit que non ce n'est pas lui, sachant qu'il lui manque une case et qu'il est héroïnomane, et donc le commissariat va essayer de trouver qui est le meurtrier. Non seulement c'est une enquête qui fonctionne parce qu'il y a énormément de rebondissements et qu'on arrive à une conclusion qu'on n'avait pas du tout anticipée au début du film, mais en plus de ça, j'aime ce que ça raconte de l'humanité parce qu'on ne peut pas mieux faire comme personnage que des personnages qu'on prend dans la vraie vie. Et là, en prenant ces gens qui sont du réel, on a non seulement le brut et la vérité de ce qu'ils traversent et de leur vie, mais aussi l'humour, pas moqueur, mais l'humour qui est lié à l'absurdité de la situation et à leur réaction parce que c'est juste des êtres humains et je trouve ça vraiment très réussi. J'ai passé un excellent moment. Cinématographiquement parlant, ça n'apporte pas grand chose. On est quand même sur des plans très journalistiques et encore, quoique tout est en noir et blanc, ça date de 2003, mais on sent même pas trop cet âge-là. Il n'y a pas de style apporté particulièrement. On est sur un montage brut mais qui fonctionne parfaitement. Et pour moi c'est une grande réussite et je serais pas nécessairement allée le voir au cinéma et en fait c'était un super moment. Donc vraiment, Poulet Frites, un de mes coups de cœur du mois.
J'ai vu, pareil, là sur Instagram j'ai vu passer plein de stories recommandant ce film, Everything Everywhere All at Once. C'est un film qui a été fait par Dan Kwan et Daniel Scheinert, je pense que c'est américain, énormément d'effets spéciaux, donc là on est sur l'histoire d'une femme, une famille chinoise, elle travaille dans une laverie, elle en peut plus de sa vie et on ne sait pas pourquoi elle est envoyée dans un autre univers et on comprend qu'il y a plein d'univers en parallèle et que elle peut switcher d'un univers à l'autre. Je vous le pitch très mal mais en même temps c'est incompréhensible. C'est 2h30, tu passes dans une machine à laver et tu ne comprends rien et en même temps pas mal de trucs. Je sais pas comment dire, c'est une expérience particulière, je n'y retournerai pas particulièrement mais j'ai apprécié le moment, il y a une séquence entre deux cailloux qui est délicieuse, ça en envoie vraiment plein la vue. Si vous aimez le combat, si vous aimez ce qui fait pas sens, si vous aimez un peu le fantastique mais pas trop, si vous aimez rire, si vous aimez l'absurde, peut-être que vous aimerez ce film là, je suis peut-être pas la mieux placée pour le vendre. Ouais bon, j'ai passé un bon moment mais c'était pas non plus incroyable comme tout ce que j'en avais vu dans les stories. Donc si vous faites partie de la team qui a adoré ce film, je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à le raconter en commentaire pour donner peut-être mieux envie que moi. Qui finalement, bon, en garderait pas un souvenir très longtemps, je dois l'avouer, et j'aurais pu le regarder tranquillement chez moi et pas au cinéma. Voilà. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, un réalisateur que j'aime beaucoup là aussi, que j'avais découvert avec Madré, film adoré qui fait partie de mon top à vie. Sorogoyen a une manière de faire participer le paysage comme personnage au film, mais surtout de créer des ambiances d'angoisse géniales avec très peu de choses, c'est-à-dire le vide, le silence, les paysages encore une fois, et des personnages géniaux. Là on est sur l'histoire d'un couple qui s'installe en bordure espagnole dans les Pyrénées pour faire du maraîchage et les voisins sont pas trop ok avec leur installation et donc va naître une situation d'angoisse. Les personnages sont interprétés par Marina Foïs et Denis Ménochet que je trouve exceptionnels quand même, mine de rien, j'en ai un très bon souvenir. Et tout est génial, que ce soit la montée en puissance, le scénario, les différentes intrigues qui arrivent petit à petit, la photographie qui est à se taper le cul par terre, le jeu des comédiens. Vraiment je me suis laissée emporter, j'ai été dans la tension tout le long, tout était beau, tout était tendu et j'ai aimé le film de bout en bout. Même une séquence que j'ai pas trop aimée, finalement elle m'a totalement emportée, je parle de la séquence d'improvisation entre la fille du couple et Marina Foïs. C'est un plan séquence, on a l'impression que c'est un peu une impro, en tout cas comme c'est un plan séquence à jouer en tant que comédien, c'est dur, il faut tenir la tension dramatique tout le long et ça c'est très dur. Et en fait au début on sent un peu que ça patauge et puis c'est long hein, mais ça prend en envergure, c'est trop génial. Je trouve que c'est une prouesse de comédienne. Je trouve ça vraiment très fort et forcément ça m'a fait écho parce que j'ai essayé de faire une séquence d'improvisation aussi sur la durée sur mon dernier film et là j'ai trouvé ça vraiment réussi et c'est ce genre de scènes qui sont très inspirantes pour moi en tant que réalisatrice parce que j'y vois tout, j'y vois le système de mise en scène, j'y vois l'aspect technique, j'y vois aussi l'aspect de direction d'acteur. Et là, et aussi, bah évidemment, ce que moi je recherche, mais que d'autres évidemment le recherchent, c'est cette magie de ce que le comédien et ce que le moment te donne et de la puissance émotionnelle tenue de par le dispositif. Voilà où je voulais en venir. Bon, c'était compliqué, désolée. Mais bon, adoré Asbestas, vraiment un très bon film et qui je pense peut plaire vraiment à un très grand nombre. Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux, c'est son premier long métrage et c'est un petit bijou de premier long métrage, on passe un excellent moment. Ici on est sur l'histoire de Blanche Gardin qui interprète le personnage de Jeanne qui fait un fiasco avec une de ses entreprises, qui se retrouve sans le sou et qui doit donc vendre l'appartement de sa mère à Lisbonne. Sa mère décédée donc, et elle retourne dans cet appartement, elle traverse une phase de dépression disons-le, retrouve un vieux camarade de classe interprété par Laurent Lafitte et aussi est confrontée au fantôme de sa mère. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est que il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'humour, il y a un parti pris aussi avec le fait qu'il y ait des épisodes d'animation très chouettes.
Mais tout ça vient souligner des séquences de vie pure et dure et de moments de vérité sur la dépression, sur la folie et sur la difficulté de vivre et de tenir. Et j'ai trouvé que c'était très poétique, très beau, pas lourd du tout et du coup super bien amené et j'ai passé un excellent moment. La bande originale est signée Flavien Berger et c'est très beau aussi et très agréable. Bref, c'est un film que j'ai trouvé tendre et que j'ai trouvé excessivement réussi parce qu'il affirmait quelque chose déjà d'une jeune réalisatrice qui se plie pas au code de ce qui fonctionne. Là, on a quelque chose de plus assumé, de libre aussi, et c'est intéressant d'avoir du cinéma comme ça aujourd'hui. Bref, j'ai été conquise par Tout le monde aime Jeanne. Et c'est pas seulement parce que le personnage s'appelle Jeanne. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion de le récupérer et de le voir, foncez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé. La petite déception de ce mois-ci, c'est Ninja Baby de Ingvild que je vais pas bien le prononcer puisque c'est du norvégien. Vous avez peut-être vu passer l'affiche, moi le pitch me donnait grandement envie. C'est une jeune femme qui réalise à 6 mois de grossesse qu'elle est enceinte et elle sait pas qui est le père finalement. La bande-annonce m'avait donné super envie, j'ai été assez déçue parce que je trouve que scénaristiquement c'est pas assez fort du tout et que toute la partie qui pouvait être intéressante arrive vraiment en fin de film et du coup n'est pas du tout traitée. Très peu d'évolution des personnages et assez peu finalement de séquences qu'on garde. C'est un film vraiment en demi-molle, voilà, où c'est trop lent et où le scénario marche pas, fonctionne pas. Mais c'est aussi ce genre de film que j'aime voir parce que ça permet de comprendre où sont les erreurs. Et là on avait vraiment matière à faire très bien. Les comédiens sont super, la photo est belle, les décors aussi, enfin l'ambiance est présente. Mais scénaristiquement on n'est pas au bon endroit parce qu'on n'a pas mis le curseur au bon endroit. On a voulu traiter toute la partie qui précède et dans lequel il y a assez peu d'enjeux en 2 heures de film et tout ce qui nous intéressait peut-être est contenu en 15 minutes et du coup très peu exploité. Donc vraiment une petite déception malheureusement, mais ça fait partie du jeu. J'ai quand même vu des choses super, je suis vraiment ravie d'avoir rattrapé tous ces films là au cinéma. En ce moment c'est la guerre et c'est la course pour aller tout rattraper parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Mais bon, c'est la vie et c'est comme ça. Je voulais aussi vous parler de quelques trucs que j'ai vus au théâtre. Je suis allée au théâtre du Châtelet voir le spectacle de La Horde, mis en musique par Rhône. C'est un spectacle qui est très beau et malheureusement je suis un peu passée à côté parce que psychologiquement j'étais pas prête à recevoir l'œuvre et que j'étais pas là. Et hyper dommage, mais j'ai enfin réussi quand même sur la dernière partie à glisser dedans et à avoir les frissons. Enfin, la musique électro de ce type là et de Rhône particulièrement c'est quelque chose que j'adore, mais vraiment on avait un entrain de troupe et un mouvement de foule et c'était très beau. Mais je suis trop passée à côté et je suis tellement déçue de ça, donc j'ai hâte de les revoir. Mais si vous avez l'occasion, je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans notre temps et qui peut nous parler parce que ambiance de troupe, parce que les enjeux qui sont pris sont les enjeux actuels, notamment climatiques. Ça je l'ai compris dans un podcast de l'embellie avec Rhône. Je me rappelle quand même de mouvements des uns des autres hyper beaux, c'est hyper impressionnant. Et encore une fois une impression de légèreté et que tout va bien alors que je pense que c'est physiquement c'est genre archi dur. Mais bon. Voilà, je sais pas si ça repasse, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si j'en ai plus que ce que je vous dis là. Au théâtre du Châtelet aussi, à l'occasion de la Nuit Blanche, où j'ai été invitée par Mapster, j'ai pu découvrir un spectacle de la compagnie de burlesque que Mathieu Amalric avait filmé dans son film Tournée. Si vous connaissez pas, je vous le mets en barre d'infos, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué dans mon adolescence. Et là c'était un show burlesque, donc elle se déshabille et c'est trop beau. Et donc si vous avez des recos de compagnie burlesque ou de shows de ce style là sur Paris, n'hésitez pas. Malheureusement je pense pas qu'elles vont se reproduire de sitôt, mais si j'ai plus d'infos non seulement sur la compagnie mais aussi sur leur spectacle, je vous mets tout ça en barre d'infos parce que c'est jouissif de voir des femmes aussi belles se foutre à poil et se moquer des États-Unis et rire d'elles-mêmes et voilà, c'est très doux comme moment, ça fait du bien de voir ça aujourd'hui. Et bah écoutez, c'en est tout pour ce bilan culture, j'espère qu'il vous aura plu. Ça a été vachement de cinéma, mais parce que vraiment je me suis mis en priorité d'aller découvrir les films en salle, c'est tellement important de faire vivre le cinéma comme ça. Donc voilà, c'était beaucoup de ça, pas beaucoup de lecture non plus parce que j'ai vraiment 5 bouquins en même temps et que j'en ai fini aucun, donc ça viendra pour le mois prochain. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir des films, d'aller voir des choses, de sortir de votre zone de confort quand vous
allez voir quelque chose d'artistique. Si vous avez des choses à me recommander, surtout n'hésitez pas. Et aussi, puisque j'ai eu la chance de le faire un peu ce mois-ci, certaines d'entre vous qui jouent dans des pièces de théâtre m'ont invité à découvrir leur spectacle. Je vous les mettrai en barre d'infos, je vous en ai pas parlé ici parce que c'est vrai que je crois qu'ils sont plus programmés et que c'est dommage de vous parler de quelque chose que vous pouvez pas voir, mais je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et puis vous pouvez me suivre sur Instagram parce que de manière plus régulière je commente ce que je vais voir. Mais toujours est-il que si vous aussi vous participez à des projets de mise en scène, de théâtre, de spectacle, que vous avez des courts-métrages, des festivals, enfin qu'importe, des choses à me présenter, à me montrer que vous aimeriez que je découvre, surtout n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit ici en commentaire, sur Patreon en DM ou sur Instagram aussi en message privé. Je me ferai une joie de vous découvrir au travail et c'est ce qui rend tout ça réel et d'autant plus agréable pour moi que de savoir qu'on est une communauté créative et que ça m'inspire au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous!